Ressources humaines, c'est le titre qui a été donné à cette partie de cette manufacture d'idées autour des ressources. On verra pourquoi. Parce que c'est un éloge de l'entre-trois auquel nous allons nous livrer cet après-midi avec Zrinka Stajuljak. Zrinka Stajuljak est née en Croatie, elle enseigne en Californie, elle passe une bonne partie de son temps en Europe et en particulier en France, même tout bientôt elle sera du côté de Taïwan. Elle a été interprète et bien plus. Justement, c'est même la question que nous allons poser aujourd'hui. Elle était fixeuse pendant la guerre en ex-Yougoslavie, mais elle est également spécialiste de la traduction et s'est intéressée un jour à ceux qui, des siècles avant elle, au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle, avaient accompagné voyageurs et pèlerins dans un contexte d'un conflit intermittent, on peut dire, mais néanmoins de très longue durée, par exemple, les croisades. C'est là qu'elle a importé ce terme fixeur, encore très peu connu, encore aujourd'hui, puisque souvent limité à la langue que pratiquent les journalistes, en particulier les reporters internationaux. Fixeur, donc, dans des espaces et des époques pendant lesquelles ils existaient, mais le terme n'existait pas. Car qu'est-ce qu'un fixeur? C'est plus qu'un interprète, plus qu'un traducteur, plus qu'un guide, c'est celui auquel le voyageur ou la voyageuse confie sa vie, là où il ou elle reste et elle risque de la perdre. Chrétien, par exemple, en terre d'islam, ou encore voyageur traversant l'Asie au XIIIe ou au XIVe siècle. Le fixeur, c'est le troisième d'un couple à trois, entre celui qui questionne le lieu où il débarque et ceux qui l'habitent, et les habitants même de ce lieu. Il est celui dont on attend néanmoins, sinon la fidélité, mais plutôt la loyauté, tout en étant l'homme de l'écart. Et on insistera beaucoup sur cette notion d'écart avec Zrinka dans cette discussion. Le fixeur interroge en fait les identités fixes et uniques, par exemple aujourd'hui des nationalismes, et trouble donc un certain ordre établi. Pour commencer, Zrinka Stajuljak, pourquoi avez-vous préféré le terme de fixeur, qui vient de l'anglais, à celui, par exemple, de passeur, qu'on utilise souvent en France, ou encore à celui de traducteur, celui d'interprète, un autre que vous utilisez, d'arrangeur? Pourquoi avez-vous préféré ce terme de fixeur pour pouvoir développer cette pensée sur les fixeurs au Moyen-Âge? Merci, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Avant d'essayer de répondre, j'aimerais juste exprimer toute ma gratitude à Emmanuel Favre, à tous les bénévoles qui peut-être sont parfois un peu effacés, on ne connaît pas leur nom, mais comme je travaille sur ceux qui sont invisibles, je tiens à les remercier tout particulièrement. Une autre chose peut-être de préambule, mais comme j'assiste depuis plusieurs jours à ce festival magnifique, plein d'idées, je voulais juste souligner que peut-être il pourrait paraître incongru, un peu déplacé, de remettre l'homme ou la femme, la personne, mais l'humain, au centre de notre débat de cet après-midi. Et tout ce qu'on a fait depuis plusieurs jours, c'est finalement décentrer l'homme, décentrer l'humanité, la remettre dans une chaîne du vivant. Et voilà, j'espère qu'avec Emmanuel cet après-midi, on arrivera à comprendre pourquoi l'humain, l'homme, la femme ont une place quand même, peut-être pas centrale, mais essentielle dans notre réflexion sur le vivant et sur le monde dans lequel on veut vivre. Alors pourquoi le fixeur? Je me suis heurté, d'habitude on accuse les historiens d'importer des termes contemporains dans un passé où ces termes n'existaient pas. Donc c'est souvent un débat terminologique. Ça n'a pas existé, donc est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut l'identifier? Mais moins souvent, on accuse l'historien ou l'historienne d'importer le terme dans les deux sens. C'est-à-dire de ce qui m'arrive. Donc le fixeur, bien sûr, au Moyen-Âge, on a des termes médiévaux, je vais vous en donner quelques-uns. C'est le drogman, truchement, c'est lengua, c'est tongomao, c'est Calamanchi.
Calamanche, c'est latinier. Tous ces termes semblent identifier l'interprétariat, les gens qui travaillent avec la langue. Ces termes, en revanche, donc, on les traduit souvent par interprète. Or, interprète, pour nous, les contemporains, les modernes, a une signification beaucoup plus réduite. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui donc travaille avec la langue, et uniquement avec la langue, qui est censé transposer, transmettre, traduire d'une langue à l'autre. Or, donc, tous ces termes, Drogman, Truchman, Calamanche, etc., que j'ai mentionnés, comportent dans leur signification, pour le monde médiéval, une fonction beaucoup plus large. Et cette fonction beaucoup plus large, nous, on ne peut pas l'entendre, évidemment, quand on utilise ces termes-là, puisqu'on les réduit nous-mêmes à ce terme réduit pour nous d'interprète. Donc il fallait, à mon avis, importer un autre terme qui n'est pas médiéval, donc un anachronisme, mais un terme qui, aujourd'hui, en revanche, le fixeur rassemble tout ça qui était rassemblé au Moyen-Âge. Donc qu'est-ce qu'un fixeur ? Emmanuel Laurentin l'a dit dans l'introduction, mais je tiens à le répéter. C'est tout d'abord quelqu'un qui travaille avec la langue, c'est tout d'abord, oui, un interprète, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup plus que la langue. C'est donc un guide, c'est donc un chauffeur, c'est un fournisseur, c'est un arrangeur, c'est un facilitateur, c'est un médiateur parfois. C'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire. Je le définis comme par 3 points d'analyse. Mais peut-être avant de dire ça, je veux juste dire pourquoi pour le contemporain c'est important aussi. Et bien pour le contemporain c'est important aussi, donc on me reproche souvent, on me dit mais pourquoi tu parles des fixeurs plutôt que d'interprètes pour aujourd'hui même. Je parle de fixeur, je tiens à remettre le fixeur à la place en fait d'interprète, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de situations. Par exemple, vous êtes tous probablement familiers des situations d'immigration et de migration où les interprètes ne font pas que interpréter, ils font une sorte de guide finalement pour les deux parties, c'est-à-dire l'immigré ou le migrant et celui qui les accueille. Donc on a énormément de situations où l'interprétariat tel qu'on le conçoit dans les cabines insonorisées de l'ONU, de l'Europe, de l'Union européenne, des grands sommets de G20, etc., où ils font juste ce travail de langue, il y a donc toutes ces situations qui dépassent de beaucoup et où le terme de fixeur pourrait correspondre. Donc je disais, Zrinka, que Fixeur, c'est connu du langage journalistique parce que quand on va sur un terrain, par exemple, de conflit, un terrain de guerre, et c'était ton cas quand tu étais toi-même fixeuse en ex-Yougoslavie, c'est quelqu'un qui est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire cet ensemble de fonctions qui sont rassemblées dans une seule personne, qui est facilitateur, interprète, chauffeur, droguement, etc., comme on disait pour le Moyen-Âge. Et peu de vous, peut-être, connaissez justement ce terme même de fixeur, parce que l'avantage et l'intérêt de ton livre, c'est non seulement d'avoir mis en avant ce terme de fixeur, mais de l'avoir aussi, d'une certaine manière, popularisé dans un milieu qui n'est pas simplement le milieu des médiévistes, mais de tous ceux qui peuvent lire un livre d'histoire justement sur cette question de ces personnages-là. Oui, et je dirais, j'ai oublié une fonction très importante des fixeurs d'aujourd'hui, c'est aussi un historien ou une historienne, c'est-à-dire c'est un interlocuteur qui a des choses à dire à celui avec qui il travaille. Donc ça aussi, ça rentre dans ce dispositif, ce que j'appelle un dispositif. Pourquoi les 3 fonctions les 3 points d'analyse, on va dire. Donc la langue, on en a parlé déjà. Et puis la deuxième, c'est dans quelle situation on se trouve, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un terrain d'hostilité, un terrain de tension ou un conflit. Donc c'est pas toujours la guerre. Ça peut être tout simplement que vous êtes une personne qui débarquait sur un terrain qui ne vous est pas familier, donc vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaîtrez jamais la langue peut-être, vous ne connaissez pas les coutumes, vous ne connaissez pas la topographie, vous êtes dans un terrain hostile. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider, qui va vous assister. Donc, hostilité ou tension ou conflit comme deuxième point d'analyse. Et le troisième point très important, c'est je prends les fixeurs comme des positions. Comme des positions, donc je parle d'une positionnalité,
parce qu'il s'agit bien de l'inscrire dans une situation, et que cette positionnalité, finalement, se définit par à la fois une agentivité, c'est-à-dire la capacité d'agir, et une multifonctionnalité. Et ça, ça serait peut-être cette multifonctionnalité serait une des premières choses par laquelle je relierais notre propos de cet après-midi aux propos qu'on a pu entendre ces derniers jours, c'est-à-dire qu'on a tellement parlé contre, ou on a essayé de complexifier les choses en parlant contre la monoculture, ce que Vandana Shiva a appelé les monocultures de l'esprit. Donc ici, l'interprète n'est pas non plus une monoculture ou monofonction, c'est une multifonctionnalité qui s'exprime à des moments différents par des capacités différentes. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que le contexte de mondialisation dans lequel nous sommes aujourd'hui, cette circulation très importante des êtres humains sur la planète, aussi bien pour pouvoir migrer justement vers des sorts plus favorables que pour le voyage, tout simplement, facilite la compréhension de ce que tu as voulu faire dans ce travail sur les fixeurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une coïncidence entre ce grand mouvement que nous connaissons du tourisme de masse, etc., et ce qui pouvait apparaître d'ailleurs comme un tourisme de masse au Moyen-Âge, c'est-à-dire les pèlerinages, le transport d'Européens de l'Ouest vers les territoires du Proche-Orient pour aller sur les lieux sacrés du christianisme, par exemple. Oui, tout à fait. On peut faire des rapprochements, peut-être pour mieux expliquer. Quand on pense au pèlerinage, donc dans le livre que j'ai écrit, je parle entre le médiéval et le contemporain, mais je parle des pèlerins qui partent en Terre Sainte et aussi des missionnaires qui vont jusqu'à la cour mongole. Mais surtout pour les pèlerins, quand on pense au pèlerinage, on pense... Encore une fois, je pense que c'est l'esprit moderne. On pense à un pèlerinage personnel. On fait un pèlerinage pour des raisons personnelles. C'est vrai aussi au Moyen-Âge, sauf qu'on ne peut pas aller en Syrie médiévale ou Palestine médiévale, on ne peut pas y aller puisque c'est sous le règne de sultan d'Égypte et l'accès est en fait interdit. Et même le pape à Rome l'interdit. Alors comment fait-on ? Eh bien, on part en voyage organisé. Et ça devient, au XVe siècle, ça se développe tellement, c'est-à-dire qu'à partir des années 1330, on commence à organiser ces voyages. On part le plus souvent de Venise. On est transporté sur des bateaux de pèlerins pendant une saison très limitée, qui commence à peu près en mai-juin, qui se termine en septembre. C'est bien l'été où il faut y aller, la mer est calme. Et on est embarqué dans un bateau trop plein. On est accueilli en arrivant par les officiers du sultan et par les fixeurs multifonctionnels, donc qui vont faire interprète, qui vont faire guide, qui vont faire muletier et qui vont aussi approvisionner chaque pèlerin de ses besoins. Alors, ça pose donc une question première, peut-être cette question de la confiance. Tu dis des chrétiens qui partent dans un territoire géré par un sultan, un territoire donc musulman. Les gens qui accueillent, sont-ils des chrétiens? Sont-ils des musulmans? Comment les choisit-on? Est-ce qu'ils sont choisis par ces organisateurs de voyage, ces Thomas Cook du XIIIe siècle, dès le départ de Venise, ou au contraire, sont-ils choisis différemment? Comment cela se passe-t-il matériellement d'une certaine manière? Et que sait-on de la rencontre, de la première rencontre? C'est-à-dire celui qui est au quai, qui accueille peut-être à Saint-Jean d'Acre ou ailleurs, ou au Caire, qui accueille ces pèlerins chrétiens qui vont se rendre en Terre Sainte. Ça se passe la plupart du temps donc comme un vrai tourisme de masse. On arrive tous et on se débrouille. On n'est pas prêt à signer à un fixeur. Donc on est vraiment à la merci de la situation. Donc vous imaginez le chaos et la panique souvent, même si les franciscains de Jérusalem sont bien là pour aussi aider
à accompagner les pèlerins dans ce bordel, que nous on appelle l'accueil. Mais il y a des gens quand même, par exemple, comme un chevalier allemand qui s'appelle Arnold von Harff, qui voyage à la toute fin du XVe siècle. 1496-1499. Exactement. Et lui, les Allemands étaient très bien organisés, donc ils avaient plusieurs auberges à Venise, et lui, il descend dans une auberge à Venise, et il prend son fixeur, son drogman, déjà à Venise. C'est un chrétien converti, je crois. Voilà. Alors, qui sont ces fixeurs là-bas? C'est des musulmans, c'est des juifs, c'est des chrétiens d'Orient, voilà, les chrétiens renégats, donc convertis à l'islam, qui habitent en terre sainte, en terre dite sainte, oui. sous le sultanat égyptien. Et donc, il arrive, et donc il faut lui faire confiance. Alors, il l'a trouvé, lui, à Venise, donc on sait que ça a duré longtemps, puisque je crois qu'il a fait un voyage de 3 ans en Terre Sainte, enfin, en ce qui était 4 ans. 4 ans. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus bref. Oui. Et donc, se pose la question de celui à qui on a affaire. Et c'est un moment très important, puisque voilà. Ça veut dire que ça engage dans un univers qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre, la question de ce qu'est la confiance, de ce qu'est le don, de ce qu'est le contre-don potentiel que l'on peut avoir justement dans cet engagement avec une autre personnalité que l'on ne connaît pas. Exactement. Alors, je pourrais prendre l'exemple de Félix Fabry. Alors, quand on parle de la durée, ce tourisme de masse, ce tourisme, finalement, le voyage organisé, ça dure à peu près le pèlerinage même s'il faut arriver à Venise en mois de mai, puis attendre le bon moment pour pouvoir partir, les vents, puis les orages, tout ça, finalement on arrive en Terre Sainte, même si tout cela dure à peu près 3-4 mois, le voyage en tout, on est sur place 10 jours. Et alors là, je peux prendre l'exemple d'un dominicain, Félix Fabry, qui dans les années 1480, il va une première fois, il est très malheureux, il n'a rien vu, il n'a rien compris, c'était le chaos, on était tout le temps... Vous êtes déjà parti en voyage organisé. Vous savez ah non, c'est bien. Mais ceux qui connaissent ce système savent très bien, on vous donne 2 heures. On vous donne 45 minutes. Puis si vous n'êtes pas là, on repart. On repart sans vous. Donc, c'est exactement ça. Donc, Félix, il dit, mais non, je ne suis pas content, je vais repartir une deuxième fois. Il fait un deuxième pèlerinage. Il fait un deuxième pèlerinage. Et là, il arrive, il débarque, et il crie le nom de son fixeur qu'il a accompagné lors du premier voyage. Donc dans tout ce bordel, vous imaginez, il y a le bateau qui descend, il y a tous les mules, les chameaux, les franciscains, les officiers du sultanat, nanana, et il est là. Bengala, Bengala, il appelle. Et il se promène avec les étriers dans la main. Et Bengala arrive et lui offre les étriers pour la mule, parce que le voyage sera plus confortable, et il lui les donne en cadeau. C'est le don. Et là, c'est le don. C'est le don. C'est le don. Et il renoue un lien, il noue un lien, et il dit, j'étais tellement bien traité pendant tout le voyage. Donc, ce don, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ont payé. Alors, c'est là où on vient au don. Ils ont tous payé. C'est un voyage organisé. Il y a un contrat, on signe avec le patron du bateau. Après, il faut payer toutes sortes de frais, en fait, au sultan, au drogman de Jérusalem, etc. Il y a toutes sortes donc, de frais à payer, des frais de passage, etc. Et là, il y a ce supplément qui est ce don des étriers, qui, en fait, assure, même si vous avez payé, vous n'êtes absolument pas assuré d'être bien traité. Donc, il a appris la leçon, parce que la deuxième fois, il donne plus, il offre en cadeau, et ça va se bien passer. Donc, c'est ça ce que beaucoup de pèlerins, en fait, comprennent, qu'il faut donner quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus s'appelle la courtoisie. Alors, une des questions, c'est quand on te lit, Zrinka, ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, mais pourquoi est-elle
d'une certaine manière, la première à avoir vu dans ces textes, que tout le monde a lus, tous les historiens des croisades les ont lus, à avoir vu ces Ali, ces Mohamed qui y étaient, parce qu'ils sont mentionnés, et quand ils ne sont pas mentionnés par leur nom, on mentionne tout de même le droguement qui vous accompagne. Pourquoi si on ne s'y est pas intéressé plus tôt à ces personnages-là, en tant que catégorie ou en tant que fonction? Parce qu'on considère... alors, voilà, je peux reprendre là où on a commencé, c'est-à-dire que le travail qu'on fait sur les textes du passé sort d'une forme de disciplinarité moderne qui cherche les interprètes, qui cherche les scènes où d'abord on nomme la langue, la différence des langues, et où on dit, voilà, il y avait un interprète qui traduisait, etc. Donc c'est un peu invisible. Si là, ces gens ne sont pas forcément nommés d'interprètes, et je pense que c'est ça que fait le prisme de fixeur, c'est-à-dire qu'il nous permet de voir tout un monde qui en fait est là. Ces textes grouillent de rencontres, évidemment, de rencontres qui sont multilingues, ou en tout cas bilingues, c'est sûr, mais on n'a pas pu les localiser ou les identifier, et surtout pas analyser, parce que justement, on n'avait pas ce dispositif qui permettrait de voir la complexité de ces rapports qui tournent autour de la langue ou de la différence des langues, mais qui donc ramènent beaucoup plus dans la situation. Alors, je posais la question tout à l'heure de la question de la confiance. Qu'est-ce qu'il en est justement de cette question de comment s'établit-elle? Comment dit-elle quelque chose de ce qu'est la confiance dans ces périodes particulières que sont la fin du Moyen-Âge, par exemple, entre le XIIIe et le XVe siècle, de cette relation entre individus ou entre cultures, et comment cela se forge-t-il dans les textes que tu as pu lire? La confiance n'y est pas, c'est-à-dire qu'on est au jour, c'est la méfiance plutôt. D'abord. C'est-à-dire d'abord tous les pèlerins. Pourquoi on va revenir à la question de l'argent, en fait. On va revenir à la question du contrat et du don. C'est que le pèlerin considère qu'il a payé et donc qu'un service lui est dû. Or, ils se rendent compte tous très vite que on est en train de leur prendre de la nourriture, des objets. Donc ils identifient ça comme un vol. D'ailleurs, il y a un terme magnifique dans des récits de trois pèlerins florentins de la fin du XIVe siècle qui appellent ça mangerie, mangerie, ce qui sert à manger. Et ils disent c'est des vols, tout simplement, purement c'est des vols. Alors ils se disent, mais pourquoi? Donc ils sont vraiment dans la méfiance. Mais alors la méfiance s'agrandit. D'autant plus parce que donc, je parlais du voyage de 10 jours. Ça c'est le voyage vraiment à Jérusalem et puis pour les lieux saints. Alors il y a des pèlerins qui décident de rester en Terre Sainte et de prolonger leur voyage en passant par le monastère de Sainte-Catherine. Ce qui les oblige de s'aventurer dans le désert. Dans le Sinaï. Dans le Sinaï. C'est un vrai désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, c'est le sable, on se perd, etc. Et ce voyage, si vous partez de Jérusalem, vous le terminez au Caire. Et puis vous repartez d'Alexandrie. Et c'est là où vous avez vraiment besoin des vrais guides et des fixeurs. Et c'est là où la confiance ou la méfiance vraiment se joue. Parce que très vite, les pèlerins se rendent compte qu'ils sont dans un danger de vie et de mort. Ils se jouent de leur vie. Et encore une fois, très vite, ils se rendent compte que tous les matins, quand il faut embarquer leurs affaires sur des chameaux, il y a des trucs, de la nourriture ou des petits objets qui ont disparu. Et ils accusent leurs fixeurs de vol et ils s'insultent, etc. Et puis, grâce justement à ces pèlerinages de ces trois Florentins qui ont voyagé ensemble, qui ont tous les trois écrit leur récit, en entrecroisant leur récit, en fait, on apprend que le fixeur s'est éloigné. Ils disent, il nous a trahis, il nous a laissés, c'était pour en fait tirer encore plus de nous, de l'argent, pour qu'on le paye, pour qu'il nous sauve. Mais en fait, au fil de leur récit, on comprend qu'il est allé payer
qu'il est allé, en fait, c'est lui le passeur. Alors là, pour le coup, c'est le passeur. Il fait passer une partie de ce qui lui a été donné pour, en fait, s'assurer du passage des pèlerins dont il a la charge. Et de la sécurité. De la sécurité. Donc, c'est complexe parce que ça veut dire que cela met en jeu les catégories mentales de ceux qui partent, de ce qu'est la confiance, de ce qu'est la méfiance, de ce qu'est le don et le contre-don, même si ça a été inventé plus tard par Marcel Mauss. Et donc, ça pose des questions, effectivement, sur leur appréhension de celui à qui ils ont donné leur vie, d'une certaine manière, confié leur vie. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la confiance, on pourrait imaginer que la confiance serait une sorte d'obéissance ou d'adhérence à un contrat, justement un contrat de suivre fidèlement, et de suivre fidèlement les commandes de celui du client. Or, évidemment, il se trouve que la confiance, ça serait presque du suicide, ou du meurtre, de l'assassinat, si le fixeur ne faisait pas quelque chose pour sécuriser ses clients. Voilà. Et il y a ceux qui s'en rendent compte et ceux qui ne s'en rendent compte jamais. Mais ceux qui s'en rendent compte comprennent que, en fait, le fixeur est dans la circulation et que c'est la circulation donc des dons parfois forcés, mais après, au bout d'un moment, des dons donnés, offerts, et que c'est cette circulation donc qui préserve tout le monde et qui permet évidemment aussi, puisque ça s'appelle les mangeries, ça permet à tout le monde aussi de survivre. Ce n'est pas que les bédouins du désert encaissent de l'argent pour le garder dans une trésorerie. Non, c'est pour prendre de la nourriture, pour que tout le monde vive ensemble dans ce territoire. Justement, ce qui est très intéressant, c'est d'être sorti d'une certaine manière dans ce livre et dans ce travail que tu continues pour un autre ouvrage qui va suivre, qui est déjà écrit mais qui sera traduit bientôt. C'est de se poser la question de savoir ce que cette figure nous dit presque universellement. C'est-à-dire pas simplement d'être dans cet univers du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge et des pèlerins et de ceux qui font confiance, de ces pèlerins qui font confiance à un fixeur pour pouvoir les accompagner, mais de se dire qu'est-ce que cet homme est. Et cet homme, pour toi, c'est l'homme de l'écart, je l'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire que cet homme de l'écart ? Ça veut dire... Bon, je reprends un peu avec la traduction. On pense la traduction, je pense aujourd'hui, on pense la traduction dans l'effacement du traducteur, donc aussi dans l'effacement de l'interprète. On le pense comme un rapport entre deux textes, deux langues, comme s'il n'y avait pas de l'humain entre les deux. C'est d'ailleurs l'ambition des GAFAM de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'êtres humains qui traduisent. C'est-à-dire que l'idée, c'est que sur nos téléphones portables, on dit une phrase et qu'immédiatement, cette phrase soit traduite à celui qui ne parle pas notre langue pour qu'au bout du compte, on puisse avoir un dialogue sans aucun humain entre nous. C'est ça. C'est donc effacer le traducteur, effacer l'interprète, mais c'est une tendance qui existe depuis un moment, c'est-à-dire certainement depuis la modernité. Et donc, de quoi je parle ? En fait, je dis la traduction, c'est certainement pas un rapport binaire. La traduction, c'est un rapport ternaire, mais ce rapport ternaire fait qu'il n'y a pas en fait d'équivalent. On parle de la traduction aussi comme une équivalence. Alors, pour ceux qui étaient ici pour la séance de 11 heures, vous avez pu entendre Luba Jerkesson dire qu'elle a traduit, en fait, elle se promenait dans le paysage et qu'elle a traduit l'eau par les camps. Ce n'est pas une équivalence. Hein. Aucun dictionnaire vous donnerait ça comme la traduction que l'eau, la traduction, c'est le camp. Or, c'est exactement ça ce qu'elle a découvert. Donc, on n'est pas dans l'équivalence. Elle discutait avec cette femme qui ne voulait pas lui parler des camps et qui lui parlait de la pollution des eaux pour dire qu'au bout du compte, c'était l'équivalent pour Luba Jerkesson qui connaissait cette histoire. L'eau du canal polluée était l'équivalent de la présence des camps. Voilà. Et donc, ce dont on devrait parler, c'est de la commensuration. C'est la commensuration c'est-à-dire que c'est la commune mesure entre deux, la commune mesure qui est le tiers qui fait la commune mesure. Donc on pourrait parler plutôt que de l'équivalence et de fidélité,
on pourrait parler de la commensuration, et c'est un rapport ternaire. Il faut un tiers terme, une tierce personne qui va faire ça. Et ça aussi, ça relève une autre question, c'est-à-dire, est-ce que la langue, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la langue ? Est-ce que la langue, c'est ce rapport pur, direct, ou est-ce que la langue elle-même, finalement, produit des écarts ? Et que nous, on aimerait éliminer ces écarts. Mais la langue, elle en fait tout le temps. Oui, avec la question du malentendu, bien évidemment, et la question de l'à peu près et non plus l'exact équivalent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je pense qu'on est évidemment dans la modernité, on est dans un dictat de l'exactitude, de précision, et aussi, ça, ce qui va avec, identité. C'est-à-dire être identique à une identité entre le mot et la chose, on pourrait dire, ou entre deux mots. Donc, il me semble que si on parle, c'est-à-dire ce que le fixeur introduit, donc c'est un écart, et c'est un écart qui déstabilise bien sûr toute la notion de la modernité aussi, parce que si on pense à ce qui a été dit ces jours-ci, c'est-à-dire que on veut justement, on fait appel à une autre forme au vivant pour construire une autre forme de vie. Alors il me semble que tout cela passe évidemment par la langue, cette langue qui se cherche. Et la langue aussi, il faut dire que on dit souvent que pour justifier que la traduction soit binaire plutôt que ternaire, on dit souvent que la langue, elle fait. Vous connaissez tous des débats. Est-ce que dire, inciter à la violence par le discours, est-ce que ça fait ou ça ne fait pas ? Est-ce qu'on peut imputer du coup les actes qui pourraient en découler, est-ce qu'on les impute ou pas à la personne qui a prononcé le discours ? Donc, mais il y a quand même cette notion que la langue fait. Moi, je dis, la langue ne fait rien. La langue peut faire. Et elle peut faire parce qu'il y a l'homme. Et c'est ça, je pense, où l'homme revient dans nos discussions sur l'écologie. C'est-à-dire mais l'homme comme intermédiaire. Et ça, je pourrais évidemment le développer. Continue sur cette notion, parce que en fait, c'est une notion qui t'est venue en écoutant les autres débats et les autres conférences qui étaient là depuis le début de cette manufacture d'idées. Et tu m'as dit qu'en fait, ça t'a fait réfléchir à ta notion même de fixeur et surtout à l'importance de ces personnages, justement, qui sont dans l'écart. Oui. Alors, ce qu'on a dit ces derniers jours, c'est on n'a pas cessé en fait d'identifier un moment de rupture absolument, enfin, qui est le nôtre finalement, qui est la modernité. La modernité, c'est aussi le moment de l'État-nation. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient ici le premier et le deuxième jour, on a pu souvent parler du local, de faire des liens qui sont outre-national, mais on se trouve évidemment, on se heurte tout le temps justement aux frontières nationales. À cette échelle-là. Si cette échelle d'une... À cette échelle-là, parce que on peut se relier, les communautés passent des deux côtés des frontières, souvent, mais évidemment, nous sommes tous, nous participons dans des élections nationales. Or, les élections nationales, évidemment, ont un impact sur ce qui est construit au-delà des frontières. Donc, l'État-nation, la modernité, l'industrialisation. La modernité et l'État-nation sort, ça j'ai été très influencé par un livre très gros, mais très important, sur les empires, l'histoire des empires, qui est écrit par Jane Birbeck et Frédéric Cooper, que je crois était ici, je crois il me semble. Non, il n'est pas venu, Frédéric. Il y a plusieurs années. Et donc, ce qu'ils disent, en fait, c'est l'État-nation, c'est juste un tout petit moment dans l'histoire humaine, qui est finalement une histoire des empires. C'est un moment de 200 ans. Le reste du temps, c'est des empires. Or, comment fonctionnent les empires ? Eh ben, les empires fonctionnent grâce aux intermédiaires. Donc, truchement. L'État-nation est en quelque sorte, moi j'ai appelé ça l'insurrection des intermédiaires qui veulent leur souveraineté et donc qui construisent
cette État-nation, mais qu'est-ce que c'est l'État-nation? Bon, d'accord, déjà, vous pouvez penser que l'État-nation va exclure les intermédiaires. Mais pourquoi? Si l'Empire est construit sur les intermédiaires, l'État-nation ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'État-nation promeut une idée, c'est l'identité entre l'ethnie, le territoire et la langue. Et cette identité ne permet pas d'écart. Voilà. Enfin, on en sait quelque chose en France, en l'occurrence en particulier. Ça fait partie, ouais. Et ne permet pas l'écart, donc contrairement aux empires où les empires permettent à ces intermédiaires de prospérer d'une certaine manière à l'intérieur des empires, entre tous ceux qui ne parlent pas la même langue, ne se considèrent pas autre chose que des citoyens de l'empire, mais avec des identités différentes, c'est ça? On est dans un écart permanent. C'est-à-dire on n'est toujours pas chez soi dans un empire. Hein, c'est quelqu'un qui est héritière de l'Empire austro-hongrois qui le dit. Oui, c'est moi. Et donc... construction du binaire, cette construction du binaire empêche l'existence de ces écarts et de ces personnages de l'écart. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Donc il y a toujours un effort, enfin il y a en quelque sorte, moi je dis souvent, l'État-nation ne supporte pas l'intermédiaire, ne supporte pas l'écart. Parce que, évidemment, ça va contre l'identité. Mais il y a une autre chose que j'ajouterai là, et c'est que la modernité, donc la modernité, l'État-nation, l'industrialisation, la modernité est construite sur la subjectivité. C'est-à-dire, je suis producteur de mon discours, je suis l'origine de mon discours, je suis responsable de mes actes, c'est l'imputabilité et la subjectivité qui vont ensemble. C'est très bien. De quoi parle-t-on ces jours-ci? On parle finalement de comment construire un monde du vivant où cette subjectivité serait en quelque sorte agissante. Enfin, cette subjectivité contribuerait à changer des choses. Il me semble que c'est là la place clé pour les intermédiaires. C'est-à-dire que l'intermédiaire n'est pas dans la subjectivité. N'est pas forcément l'intermédiaire. Quand je parlais de la circulation, l'intermédiaire fait circuler. Et ce qui définit l'intermédiaire, c'est justement qu'il n'est pas propriétaire. Il est là pour faire passer les choses. Donc c'est un sujet, certes, c'est un agent, c'est quelqu'un qui a la capacité d'agir, mais ce n'est pas un sujet origine. Or, ce qui nous pose problème, c'est le sujet origine qui ne veut pas d'écart. Et il me semble que là, le rôle des fixeurs, l'importance des fixeurs est vitale pour le monde qu'on veut construire, parce que c'est par rapport à cet état, ce que j'appelle un état intermédiaire, un état d'écart, que se trouve peut-être aussi trouver le confort de vivre dans l'écart. De vivre dans l'écart. Si on parle, oui, si on dit vivre avec le virus, je dis non, on va vivre dans l'écart. Oui, comme Zrinka Steljak, qui est, donc, je l'ai dit, croate, qui navigue entre l'Europe et les États-Unis, avec cette question, effectivement, de ce qui est passionnant dans la réflexion que tu mènes, c'est que ce travail que tu mènes sur les fixeurs, tu l'as mené à partir d'un certain temps, où, tout compte fait, ton expérience d'être fixeuse dans la guerre en ex-Yougoslavie t'a fait réfléchir aux textes que tu utilisais quotidiennement pour ton travail de littérature médiévale, et qu'au bout du compte, ça te fait même réfléchir aujourd'hui à l'avenir qui nous attend, c'est-à-dire à cette position de fixeur ou d'écart à l'intérieur d'une société à construire d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu construis petit à petit une réflexion qui part de ton travail disciplinaire et qui sort de sa discipline. Ah oui, ça me pose beaucoup de problèmes, en fait. Pas pour moi, moi je suis très à l'aise. Comment s'appelle ton centre de recherche à UCLA? Il s'appelle Center for Early Global Studies. Il s'appelait autrefois Center for Medieval and Renaissance Studies. Donc je peux traduire le deuxième, non, mais pas le premier. Centre pour les études médiévales et de la Renaissance, aujourd'hui s'appelle Centre pour les études totive du monde, en fait. Early, oui. Donc early n'a pas de traduction. C'est l'équivalent de tôt en français. Ouais. Et alors, il faudrait traduire ça totive, donc un néologisme en l'occurrence. Oui. Alors, pourquoi avoir fait ça? Ça répond en quelque sorte à ta question. C'est-à-dire,
être entre disciplines, à quoi ça sert déjà être entre disciplines? Je ne l'ai pas cherché, mais il me semblait, dans le travail sur les fixeurs, de confronter l'histoire de la traduction ou même la traductologie justement à ces préjugés, pas préjugés, mais présupposés, c'est-à-dire l'interprète, c'est quelqu'un qui travaille avec la langue et qui travaille uniquement avec la langue, et de la langue qui est dénuée de tout le reste, de l'histoire, de l'expertise, du contexte, de ce qui est extra-situationnel, confronter ça justement donc à ces fixeurs, qui soient d'aujourd'hui ou d'hier. De la même façon, qu'est-ce que ça veut dire centre pour les études médiévales et de la Renaissance? Ça veut dire un centre européen, implanté en Californie. Implanté en Californie, un centre sur les études médiévales et de la Renaissance européenne. Je suis en Californie. Certes, le passé, c'est le passé, donc il faut étudier le passé. Mais ce passé-là, pour le centre, il s'agit de à peu près 3e siècle, notre ère, jusqu'au 17e siècle. Cette histoire existait ailleurs aussi. Et ce ailleurs, c'est ce early, parce que le Moyen-Âge n'existait pas ailleurs qu'en Europe, et la Renaissance encore moins. Donc il fallait bien trouver une façon d'exprimer cette pluridisciplinarité ou pluripériodisation d'une manière qui soit accueillante à tout le monde. Et ça, évidemment, ça froisse beaucoup de gens, comme le fixeur froisse beaucoup de gens aussi. En fait, c'est un centre du décentrement. Oui, on est dans le monde. Mais ça veut donc dire que, à partir de cette réflexion sur les fixeurs, qui est une réflexion que n'importe quel historien ou historienne ou spécialiste de littérature médiévale aurait pu mener s'il avait peut-être eu une expérience semblable à la tienne, tu ne veux pas te contenter justement d'une simple réflexion sur le Moyen-Âge, mais tu penses que la question qu'on t'a reproché, j'imagine, comme on a reproché à Jacques Le Goff en 1963 d'avoir titré son grand livre « Les intellectuels au Moyen-Âge », disant les intellectuels, ils n'existaient pas au Moyen-Âge, parce que la catégorie a été inventée au XVIIIe siècle, et qu'il a répondu « si, puisque je vais vous montrer qu'ils existent », et il a fait ce livre majeur en 1963. La même chose, si tu te dis, à partir de ça, c'est un levier pour pouvoir faire comprendre où est notre monde et comment il va, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Je pense que pour moi, le fixeur, d'une part, ce dont on a parlé déjà, donc une façon de réfléchir aux états intermédiaires, de réfléchir à une éthique intermédiaire, c'est-à-dire une éthique qui serait pas centrée dans la subjectivité, mais quand on réfléchit à ça, on se pose aussi, moi je dis souvent, je suis fixeuse. Alors j'ai mis des années à comprendre que j'étais une fixeuse. Quand je travaillais comme interprète de guerre en ex-Yougoslavie, je ne savais pas que j'étais une fixeuse. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. Mais quand on se pose en fixeuse, ce que je dis souvent, je trouve, oui, je suis médiéviste de l'Europe, enfin je suis spécialiste de l'Europe médiévale. Si je veux me comprendre dans ce monde, il faut que je puisse parler aux autres. Je ne peux pas les caser dans ma case médiévale ou renaissanciste. Mais de la même manière, alors le deuxième pan de cette pensée des fixeurs, c'est évidemment comment mettre en rapport le passé avec le présent. Donc je travaille sur le médiéval contemporain, j'ai publié un livre là-dessus, j'ai une collection qui s'appelle Anamnèse médiéval contemporain, mais aussi c'est une réflexion plus large. Évidemment, on pourrait me dire, mais pourquoi tu l'as appelé médiéval contemporain quand si tu dis c'est early, c'est pas médiéval, mais bon, c'était la prérogative de l'éditeur. Mais c'est donc pour réfléchir plus largement justement au rapport entre le passé, le présent et bien sûr le futur. Qu'est-ce qu'on va puiser dans le passé, dans un passé qui est la plateforme du centre, elle est quand même comparatiste
global, enfin mondial, on dirait en français, mais comparatiste. Alors pourquoi comparaison? Et c'est là, que ce soit la comparaison dans le passé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé ici, ces derniers jours, de puiser ailleurs dans le monde, c'est-à-dire dans l'espace. Mais on a parlé un peu moins de puiser ailleurs dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un cosmopolitisme, un cosmopolitisme tel qu'on le définit géographiquement, mais je pense qu'il peut y avoir un cosmopolitisme du temps, dans les temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce passé? Eh ben, moi, je considère que, contrairement à beaucoup d'historiens, ou un réflexe presque appris qu'on a, c'est-à-dire de se pencher vers le passé pour trouver des réponses, moi je considère qu'on peut se pencher vers le passé pour trouver des questions. Ouais. Et il y a une génération à laquelle tu fais partie qui est assez d'accord avec toi sur cette question-là. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une sorte d'aventure individuelle que tu mènerais, c'est qu'en fait ça participe d'une nouvelle vision de l'utilité de l'histoire ou de la présence de l'histoire dans notre présent. Il y a quelque chose qui est une réflexion aussi qui peut nous mener sur d'autres chemins presque philosophiques. Tu as cette phrase magnifique dans les fixeurs au Moyen-Âge qui dit « Le fixeur a la toute-puissance, mais n'a pas le pouvoir ». Oui, je faisais cette réflexion donc j'avais dit que ce livre, oui, c'est un livre sur le Moyen-Âge, c'est un livre aussi qui parle des interprètes, ce qu'on appelait les auxiliaires afghans, donc ceux qui ont assisté en tant que fixeurs, en tant qu'interprète, mais en tant que fixeur, les armées occidentales en Afghanistan. Pardon, Emmanuel, j'ai un petit... le fixeur a la toute-puissance, mais n'a pas le pouvoir. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai réfléchi à pourquoi, comme vous le savez, vous vous souvenez, il y a un an exactement, que s'est fait le retrait des armées occidentales d'Afghanistan. Et qu'on a beaucoup parlé, justement, et dans la presse américaine, et dans la presse britannique, et dans la presse allemande, et dans la presse française, de tous ces gens qui avaient aidé, qui avaient assisté les armées, qui ont donc activement participé, ces fixeurs qui avaient activement participé à sauver la vie des soldats quotidiennement. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'on va les laisser derrière? Et chaque État a eu une politique différente. La France a eu une politique absolument catastrophique. Je l'ai dit à l'époque, je le redirai encore. C'est-à-dire que l'État français a fait appel à 1067 personnes qui étaient donc des auxiliaires. La plupart, tous n'étaient pas fixeurs. Il y avait aussi des cuisiniers, etc. Mais on va dire qu'une bonne partie, à peu près 800 personnes, étaient des fixeurs. Et combien d'eux se retrouvent aujourd'hui en France? 260, dont, donc sur 1067, 260. Depuis 2013, depuis 10 ans, on a fait venir 260 personnes. C'est le plus petit nombre de tous les autres pays occidentaux. Engagés en Afghanistan. Combien on en a fait venir lorsque la France a fait venir, il me semble, 2800 personnes par le pont aérien, en août 2021. Combien? Exactement, il y a un an. Il y a un an, 21. 21. On sait qui étaient ces gens. On avait leur dossier. Donc, pourquoi je dis le fixeur a toute la puissance, mais aucun pouvoir? Voilà pourquoi je le dis. Il a toute la puissance de sauver la vie des soldats français, anglais, américains. Avec une particularité que j'ai découverte dans ton livre, je ne savais pas ça, c'est que ces soldats français donc, avaient des interprètes qui n'étaient pas des interprètes francophones. Donc, ce qui donne un peu du grain à moudre à ta proposition de la question de l'écart, puisqu'en fait, on avait fait confiance à des interprètes afghans non francophones, donc anglophones pour la plupart d'entre eux, pour pouvoir passer d'une langue à l'autre, enfin plutôt non plus de deux langues, mais d'une troisième langue pour pouvoir revenir vers la France. Je te laisse continuer, excuse-moi. Donc la puissance se trouve dans cette puissance entre la vie et la mort. Hein, c'est celui qui finalement gère la vie et la mort, le fixeur, mais il n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même.
Alors, pour revenir à la question que posait Emmanuel, c'est-à-dire la question des langues, en effet, les Français avaient fait appel, il y avait une école française à Kaboul, ils avaient pris tous leurs fixeurs premiers. Istiklal et Malala, c'était les deux écoles françaises, l'une pour les filles et l'autre pour les garçons. Et donc, ils se sont servis d'abord de ces gens-là, qui étaient donc francophones, mais très vite, il n'y en avait pas assez, et ils ont eu recours aux fixeurs anglophones. Et c'est ça le paradoxe que je pointe aussi dans le livre, c'est pour dire, voilà, bah oui, en effet, la langue anglaise peut sauver la vie des soldats français en Afghanistan, mais la langue anglaise tue quand il s'agit de venir en France, parce que le critère, comme vous le savez, le critère, ou peut-être vous ne le savez pas, mais le critère qu'a appliqué le gouvernement français, qui s'applique d'ailleurs par ailleurs en France, c'est le critère d'intégration. Et le critère d'intégration est axé sur la langue. La connaissance de la langue. La connaissance de la langue, française, bien sûr. Donc, la langue qui sauve en Afghanistan, c'est l'anglais, mais la langue qui tue, c'est l'anglais quand il s'agit de venir en France. Et c'est là où tu poses cette question absolument gigantesque. Combien de vies occidentales vaut la vie d'un interprète? Je n'ai pas de réponse. On va peut-être la voir avec Florence. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Florence Omna, qui va intervenir tout de suite après pour la conférence, a eu la gentillesse de venir nous parler sur cette question des fixeurs, par ici, si tu veux. C'est ici qu'il y a l'escalier. De nous parler, pour compléter le travail théorique de Zrinka Stajak, de cette question du fixeur. Tu reviens tout juste d'Ukraine, tu vas sûrement en parler tout à l'heure et tu y repartiras dans peu de temps. Cette question des fixeurs telle qu'elle est abordée théoriquement par Zrinka, mais pratiquement aussi parce qu'elle l'a été elle-même pendant la guerre en ex-Yougoslavie, qu'est-ce que ça te donne comme réflexion, comme grain à moudre, pourrait-on dire? Bonjour à tout le monde. En t'écoutant, bien sûr, j'avais l'impression d'être un pèlerin venant de Venise et regardant la foule des gens en me disant lequel va me sauver la vie. Parce que c'est vraiment cette relation du fixeur et du journaliste, hein, qui est moi mon métier, est vraiment au cœur de notre travail dès lors qu'on va dans une zone de conflit avec une langue peu parler, c'est-à-dire je parle du Rwanda, je parle du Burundi, je parle du Kosovo, je parle de l'Ukraine, je parle de Sarajevo. Donc dans tous ces pays-là, ce ne sont pas des pays anglophones, russophones, même chinois, où il y a en tout cas un certain nombre de journalistes qui sont familiers avec ces langues. Et donc on passe par un fixeur. Et alors ce fixeur, comment on regarde ses visages et on se dit lequel, qui. Et ça, c'est un moment incroyable parce que je pense que choisir un mari ou une femme est plus facile. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver quelqu'un qui, va bien s'entendre avec vous. Premier critère. La fameuse dispute avec le fixeur, je crois que tu l'as connue, elle arrive à tous ces jours, à un moment, vous vous disputez dans la voiture horriblement, et voilà. Donc il y a ça. Il y a celui qui a un très bon carnet d'adresses. Celui qui n'aura pas peur d'aller au front. Celui qui est assez débrouillard quand il manque d'essence pour vous trouver de l'essence. Donc il faut une série de qualités extrêmement diverses. Une variété de... Oui. C'est très particulier. Et donc c'est vraiment un choix, et le fixeur pour l'un, le bon fixeur pour l'un, n'est pas le bon fixeur pour l'autre forcément. Donc il y a vraiment un critère personnel très important. Donc la première journée de reportage, on arrive, et en général la question entre journalistes c'est « tu as vu les fixeurs ou les fixeuses ?» Alors vous avez reçu 4 ou 5 personnes qu'on vous a recommandées, et alors après on te demande « est-ce que tu as trouvé le bon ?» Alors le bon est celui qui va coller avec soi. Par exemple, j'ai un collègue, on travaille tous les deux en Ukraine, Rémi Ourdan, qui est un spécialiste, qui est journaliste de guerre, des terrains de guerre. Et tu as beaucoup travaillé en ex-Yougoslavie aussi. En ex-Yougoslavie, dans tous les terrains de guerre, en Irak, en Syrie. Je le fais moi aussi, mais pas seulement. Et quand je vais sur un terrain de guerre, je ne fais pas seulement le front, alors que Rémi fait 90% de front, ligne de front. Donc un fixeur pour Rémi n'est pas le même que pour moi. Lui n'a pas besoin d'un carnet d'adresse, il a besoin d'un homme malin ou d'une fille jolie, disons les choses, qui va lui faciliter les relations avec les troupes qui sont au front. Donc c'est quelque chose de très très spécial. Et les relations
avec ce fixeur sont des relations effectivement monétaires, mais assez vite. Et je voyais ce que tu disais sur la puissance et le pouvoir. Mais assez vite, dans un couple, le fixeur ou la fixeuse peut prendre le pouvoir. Parce que vous dépendez de lui ou d'elle bien plus que l'inverse. Bien plus que l'inverse. Parce que qui est fixeur, qui est fixeuse? Ce sont des gens qui ont, dans une situation de conflit, en général perdu leur boulot. Et c'est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire les écoles ont fermé, elles sont devenues des casernes, tout ce qui est les métiers classiques n'existent plus. Et donc se retrouvent sur le pavé des gens qui, quand ils ont la chance de parler une langue ou deux, se disent, eh ben voilà, j'essaye de faire ça. Professeur de langue, par exemple, Professeur de langue, peu importe. Journaliste. Journaliste ou tout simplement lettré. Hein. Ouais. Et une fois encore, le critère de la langue, c'est-à-dire quelqu'un qui serait un parfait francophone, n'est pas forcément le meilleur fixeur. Loin de là. J'ai eu des fixeurs à peine parlant 3 mots de français. Et c'était parmi les meilleurs. Donc la langue existe, mais pas seulement. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Je vais vous donner un exemple en Afghanistan. On est à Kaboul, la ville vient de passer, les talibans viennent de s'enfuir, on est donc après le 11 septembre, bien sûr, et les Américains sont là. Et il faut des signes que, ça y est, l'Occident est ici, la ville revit, etc. Et donc, on pousse un malheureux type qui tient un cinéma à réouvrir en disant, regardez, la culture reprend, tout est possible, un cinéma ouvre, c'est dingue. Et donc, le journal, je travaillais à Libération à l'époque, m'appelle en disant, voilà, fait une interview du type qui a réouvert le cinéma, on a lu ça dans le New York Times, il faut absolument y aller. Donc, me voilà avec mon fixeur parti vers le cinéma, et une rumeur terrible court en ville. Dans ce cinéma passent également des films porno en Afghanistan d'après talibans. Alors évidemment, très excitant en France. Ah ouais, ils en avaient besoin. Vous voyez les genres de réflexions atroces qu'on peut entendre. Et en parallèle, là-bas, terrible. Donc il y a tout ça qui, évidemment, que vous entendez dans le téléphone de votre rédacteur en chef. Et on se retrouve devant le type qui tient le cinéma, qu'on a un peu forcé à ouvrir, donc qui n'est pas très à l'aise. Et vient cette question que vous devez poser, est-ce que vous passez des films porno? Et alors là, ça dépend de votre fixeur et vous allez très bien comprendre ce que je vais dire. Vous avez là plusieurs possibilités. C'est-à-dire, demander à quelqu'un en Afghanistan, 15 jours après la chute des talibans, s'il passe des films porno est impossible. Il ne peut pas poser cette question sans se faire tuer dans la minute. Le type sort... ça n'est pas envisageable. Même le mot porno ne sort pas de ses lèvres. Donc, soit il traduit tout à fait autre chose en disant « Elle va m'emmerder ». La petite occidentale, donc je vais dire est-ce que vous passez des dessins animés? Et puis il va dire non, il n'a pas encore fait son programme. Ça, c'est le fixeur méfiant. Et je le comprends. Il y a le fixeur kamikaze qui va demander la question franco et on va se faire sortir, donc l'interview est finie, c'est pas mieux. Et il y a le fixeur, comme moi en tout cas selon mes goûts, hein, mais je vous dis que chacun aime un fixeur à sa façon, à sa patte, qui va se tourner vers vous et qui dit je ne peux pas le traduire. Je ne peux pas lui demander ça. Ça m'est impossible et voilà pour telle et telle raison. Ce qui prouve que ça n'est pas qu'une question de langue. Exactement. Ce qui prouve que ça n'est absolument pas seulement une question de langue. Et c'est aussi un passeur de culture et aussi une personne qui vous permet de manœuvrer dans un pays où vous avez très peu de visibilité. Là, par exemple, en Ukraine, y a une question que j'ai appris à poser pour savoir, grâce à mon fixeur, si la personne que j'ai en face de moi est un petit peu pro-russe ou totalement pro-ukrainien ou le situer dans cette avec un curseur, ouais, la grisaille entre les deux. Et qui ne veut pas dire que ce n'est pas un jugement hein, que je donne là, mais c'est juste des convictions, voilà. Et cette question, c'est qu'est-ce que vous attendez? Alors, ça a l'air très bête. Si on vous répond la victoire, on est très ukrainien. Si on vous dit la paix, on est un peu russe, un peu pro-russe. Donc, et ça, seul le fixeur peut vous permettre de prendre ce raccourci. C'est-à-dire qu'il va vous donner quelques clés qui, dans un univers hostile, on l'a bien vu, va vous permettre de naviguer sans trop de naufrage, disons. Et suivant votre fixeur, votre reportage
va être, vos 3 semaines que vous passez là-bas, votre mois, vos 2 mois, peu importe, va changer du tout au tout. C'est-à-dire, la réflexion vient souvent, oh là là, là-bas, elle a fait un bon boulot. Ouais, mais elle avait un bon fixeur. Donc, c'est vraiment, c'est pas du tout anecdotique. Et le lien qu'on garde avec ces fixeurs reste un lien extrêmement fort. Moi, j'ai des gens que je continue à connaître comme fixeurs, avec lesquels je continue à correspondre, parce qu'on a vécu des choses fortes, on a risqué sa vie ensemble, on a traversé des choses voilà, compliquées, et on l'a fait ensemble quand on s'est bien entendu. Et parfois, c'est la catastrophe. Parfois, c'est vraiment... on se déteste à la minute où on s'est vu, mais on n'a pas le choix parce qu'il n'y a personne d'autre. Et c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'on parlait de dire... on a laissé effectivement les Afghans tomber. Ça, il faut dire les choses. Et l'État français a été misérable là-dessus. Et y compris des gens qui ont... voulu, en repartant, j'ose pas dire repartir avec leur fixeur, mais sauver leur fixeur, parce que dans certains pays, comme en Afghanistan, comme en Syrie, comme en Irak, travailler pour un occidental veut aussi dire retourner sa veste. Donc, en Ukraine, c'est pas le cas. À Sarajevo, c'était pas forcément le cas non plus. Mais on joue sa peau en tant que fixeur dans ces cas-là. On joue sa peau sur le terrain, mais on joue aussi sa peau en restant, parce qu'on s'est affiché avec des gens qui ne sont pas forcément vos meilleurs amis. Imaginez que vous ayez travaillé ici, vous êtes tous ici fixeurs. Pour quelle nationalité vous n'aimeriez pas travailler? Est-ce que vous seriez fixeur d'un Nord-Coréen? Et vous restez là, et le Nord-Corée vient ici en disant voilà, vous allez m'aider à contourner les choses, à un peu voilà, parce qu'il y a un côté filou du fixeur. Hein. Donc on leur demande aussi voilà, pas de trahir, mais il y a quelque chose aussi qui peut s'apparenter à ça. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous lui demandez à la fois d'être quelqu'un de très érudit sur son pays et à la fois l'homme de la rue. Donc, c'est des injonctions très paradoxales. Donc, par exemple, en Syrie, la première fois où j'y suis allé, j'avais pour fixeur une personne parlant, mais littéralement 3 mots d'anglais. Donc, c'était très compliqué. Et à la fois, c'était un fixeur extraordinaire parce qu'il m'expliquait, il m'amenait là où il fallait. Il n'avait pas peur. C'était un très jeune homme qui était là. Et donc, quand je suis revenu, je l'ai chaudement conseillé à mes successeurs. Et c'est vrai que les premiers temps où on est allé en Syrie, donc dans la foulée du printemps arabe, l'appétit de voir des Occidentaux, en tout cas dans la partie où j'étais, qui est cette partie sunnite vers la Turquie, hein, qui était donc opposée à Bachar al-Assad, on nous voyait, on nous touchait. C'est-à-dire que c'était un pays extrêmement fermé. La Syrie de cette époque, on ne pouvait même pas se prendre en photo dans la rue quand on se mariait. Donc c'est un pays, une dictature, vraiment, et ça l'est toujours. Et donc, voir un occidental était voir... On était la liberté, on était le changement. J'aime autant vous dire que ça a assez vite changé quand Al-Qaïda et autres groupes se sont implantés sur place. Et donc, moi, j'ai conseillé ce jeune fixeur au suivant, qui a été ravi. 6 mois plus tard, je reviens moi-même, je reprends le même fixeur, et là, l'ambiance tout à fait autre. C'est-à-dire, je sens l'hostilité, les questions que je posais tombaient toujours mal, on s'aimait beaucoup, on s'aimait plus du tout, et j'étais devenu l'occidental, voilà, qui n'était plus la bienvenue. Et donc, le changement peut être très rapide. Et je vous termine cette histoire de façon triste. C'est que ce même fixeur, et je vous dis encore une fois, je le comprends parce que il faut lire cette histoire à la lumière de ces Afghans qu'on a laissés sur place. Quand une troisième vague de journalistes est arrivée 1 an plus tard, il a fait partie de ceux qui ont enlevé ces journalistes. Donc c'est un rapport très compliqué, un rapport très complexe, et un rapport dans lequel nous aussi nous devons envisager ce qu'on vient faire dans ces pays et comment on s'y comporte. Et donc il y a vraiment quelque chose qui se joue là et qui nous engage et qui les engage eux aussi. Et il y a vraiment un pacte de confiance qu'il faut respecter et qui n'est pas effectivement seulement de l'argent, seulement ce type de choses. C'est un métier qui, sur le moment, est très bien payé, mais qui, à long terme, évidemment, l'est très mal. Et je termine avec une dernière histoire. C'est là, en Ukraine, mon collègue donc, Rémi Ourdan
et adore faire le grand seigneur avec les fixeurs. Et il a bien raison. Et donc, c'est toujours... Donc, il y a des journalistes qui, par exemple, se promènent en gilet pare-balles, casqués, etc. Photographes, pareil, tous les deux, ready, presse, écrit comme ça. Et le fixeur, à côté, est en short. Hein, donc, on n'a pas prévu un gilet pare-balles pour le fixeur. Bon. Et puis, Rémi est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre un gilet pare-balles pour son fixeur, laisser sa trousse de médicale en disant « tu en auras plus besoin que moi ici ». Enfin, bon, bref, un type qui se comporte bien. Et il veut être sympa avec son fixeur en Ukraine. Et il y avait justement un colloque de fixeurs à Sarajevo. Et Rémi a longtemps travaillé à Sarajevo, il y a ses entrées. Et donc, comme vous le savez, les hommes ukrainiens ne peuvent pas sortir d'Ukraine en ce moment, quand ils ont entre 18 et 60 ans, parce qu'ils doivent faire la guerre. Et donc, ils sont... Et Rémi se décarcasse pour son cher fixeur qui puisse aller à Sarajevo assister au colloque de fixeurs. C'est un jeune garçon qui a 25 ans. C'est la première fois qu'il fait ça, le fils d'une actrice d'Ukraine. Enfin bon, un personnage formidable. Et donc, il fait tout ça. Enfin, tu vas prendre l'air, c'est plus la guerre. Passe au moins 15 jours à Sarajevo, va te promener, etc. Le fixeur sort, va passer. Tout ça se passe bien. Revient en Ukraine. Rémi revient lui aussi. Et le fixeur dit « je ne serai plus jamais fixeur ». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sarajevo? C'est que les fixeurs lui ont dit « tu vas voir, ils vont te laisser tomber après la guerre ». Ezrinka, qu'est-ce que tu peux... Ça promet. pour la... Voilà, Une vraie relation oui. particulière. Et je voulais juste... oui, c'est une... Mais ce que tu as décrit, c'est vraiment... C'est mieux qu'un mariage. Bien pire qu'un mariage. Ah oui. Mais je voulais juste reprendre de ces exemples, en fait. Ce que je dirais, par exemple, l'histoire du cinéma, et films porno, etc. C'est exactement ça ce que je disais plus tôt. C'est pas dans l'équivalence du tout. C'est cette commensuration que fait le fixeur. Ça, c'est voilà, un exemple qui illustre vraiment très, très, très bien. L'autre chose que je voulais souligner, que je n'ai pas eu, on n'a pas eu le temps de développer, cette question, pas uniquement la langue, mais où justement où on sort de cette idée de la traduction et on rentre dans une idée de la communication. Et c'est vraiment pas une question. C'est pas des profs de langue, c'est pas exactement, c'est pas les meilleurs. D'ailleurs, c'est toutes ces autres capacités qu'ils ont qui jouent souvent beaucoup plus. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important qu'on remette la communication. Par exemple, c'est pareil, ces derniers jours, je pense que c'était hier, on disait communiquer avec la nature, communiquer avec les arbres. Cette question de communication, donc qui ramène avec elle la commensuration, qui ramène avec elle l'intermédiaire, en fait, l'écart. Je pense que c'est ça quelque chose qu'on devrait travailler plutôt que de continuer à insister sur la notion de la traduction comme cette notion de binaire entre deux langues d'égalité. Voilà. Ça, et puis une dernière chose que je voulais dire, et puis je voudrais poser une question à Florence, si je peux. Bah, mais la dernière chose que je voulais dire, c'est exactement là presque les libertés de décision que prend un fixeur. Je ne serai plus fixeur. Ou on était très amis, maintenant on est très ennemis. C'est exactement que le fixeur, la preuve que le fixeur est un tiers, c'est donc un sujet, c'est quelqu'un qui a de l'agentivité, qui a la capacité d'agir, de décider, qui n'est pas dans l'obéissance. Et tant mieux. Et tant mieux, en fait, parce que ça peut aussi sauver la vie. Quand il n'écoute pas, il ou elle n'écoute pas, ça peut avoir le résultat d'être en fait sauvé. Mais la question que je voulais poser à Florence, c'est justement, je pense, c'est la question du genre. C'est-à-dire, combien de fixeuses y a-t-il aujourd'hui dans les zones de guerre? Ça dépend sur quel continent. Et moi, vraiment, suivant les pays et suivant ce que je veux traiter ou ce qui me semble important dans une situation, c'est vrai que je vais prendre un homme ou une femme en fonction. Alors parfois, ça n'a aucune importance, et parfois la personnalité de quelqu'un fait que tout le reste est balayé. Donc là, on est dans du hors norme. Là, actuellement, en Ukraine, je travaille avec un garçon qui s'appelle Oleg Sosnov, et qui est dans cette catégorie, qui est hors tout, voilà, qui est une espèce de dandy qui se promène comme ça sur la ligne de front et que je trouve formidable. Voilà, donc j'en suis bien contente. Mais parfois, dans certains pays, on parlait de la Syrie, on parlait de l'Afghanistan,
c'est sûr que si vous êtes une femme et que vous prenez un fixeur femme, vous allez avoir accès à la moitié du monde, c'est-à-dire au monde des femmes, que vous n'aurez pas si vous êtes un homme. Donc ça peut être un gros avantage. Et en général, je privilégie dans les pays où la différence homme-femme est vraiment celle de barrière, c'est-à-dire qu'on ne passe pas cette barrière si on est un homme. En général, c'est comme ça que ça marche. Je prends une femme, parce que je pense que c'est important de traiter les deux côtés. Donc ça me plaît, puis ça me plaît d'être une équipe de femmes, etc. À certains endroits, c'est plus compliqué. En Ukraine, par exemple, c'est compliqué d'être deux femmes. C'est un pays qui est curieusement assez macho, en fait. Bon. Et donc, c'est pas toujours simple de se faire respecter si on est deux femmes. Ça m'est arrivé en Ukraine. J'avais une fixeuse femme et c'était pas simple de se faire respecter sur la ligne de front en particulier. C'est-à-dire qu'on demandait à la fille si elle était la fixeuse, pas à moi, hein, mais à la fixeuse, on demandait qu'elle était une jeune fille de 25 ans ravissante. On lui demandait systématiquement est-ce que vous êtes mariée, est-ce que voilà. Et donc je trouvais que ça la mettait dans des situations désagréables pour elle. Et donc voilà, j'ai changé. Et l'autre chose, et je rebondis là-dessus, sur le fait d'avoir un fixeur, la notion de pouvoir, mais aussi son envers d'obéissance, est extrêmement importante. Et alors il y a des pays où le fait d'obéir prime, en particulier sur beaucoup d'endroits du continent africain. Donc vous dites, ça m'est arrivé au Burundi par exemple, vous dites, alors les journalistes sont impérieux, hein, on va aller à tel endroit. Alors si vous avez un bon fixeur, il vous dit non c'est dangereux, ou il faut mieux pas, ou voilà, ou quelqu'un en courant. Si vous avez un fixeur obéissant, il va vous dire oui, et c'est très dangereux. Et du coup, l'obéissance moi j'évite de prendre des fixeurs ou des fixeuses obéissants. Je pense que je préfère le fixeur de mauvaise humeur, fâché. Avec du caractère. Voilà, avec du fâché, oui. Et qui râle, qui dit maintenant ça suffit, il faut qu'on déjeune parce que j'ai faim, ou ça fait 3 heures que je traduis, j'y arrive plus. Quand votre fixeur commence à s'adresser à vous en Ukraine, à moi en ukrainien et à l'autre en français, c'est qu'il est fatigué. Donc là, là, il faut arrêter et lui faire une pause parce que sinon on n'y arrive pas. Mais ouais, je prends le fixeur revêche, moi. Oui, avec par exemple cette idée toute bête de ne pas prendre de l'argent devant tout le monde dans un village, dans un distributeur d'argent, juste avant de traverser une zone un peu dangereuse. Par exemple, le fixeur vous dit généralement, il vaudrait mieux pas prendre d'argent là. Et si vous assistez, ça peut être un peu délicat. Ça s'est jamais vraiment posé. C'est-à-dire, pour moi. Mais c'est vrai que y a des pays, alors c'est principalement l'Afrique noire, où vous êtes, ou l'Amérique latine, où vous êtes, et je le comprends, par rapport à vos interlocuteurs, un sac d'argent. C'est-à-dire, vous êtes sur votre front, il y a écrit $, et c'est tout à fait compréhensible. Et donc, je me souviens de m'être arrêté à un checkpoint, c'était au Zaïre, enfin ex-Zaïre et aujourd'hui République démocratique du Congo. Et le type me dit, voilà, je voudrais $8,000. Alors $8,000, vous partez avec ça pour un mois. Donc, en général, vous ne les avez pas et puis vous n'avez pas intérêt à les donner. Et là, si vous avez un bon fixeur, il vous sort de là. Si vous avez un mauvais fixeur, ça ne se passe pas bien. Et donc, là, il y va vraiment de sa capacité de négociation qui doit être forte. Et ce jour-là, je m'en suis tiré pour un coca. Donc, c'était un bon fixeur, en tout cas. Mais c'est vraiment un jeu de situation. Et après, il faut tout de suite qu'il vous donne le rendez-vous avec le ministre. Hein. Donc, vous voyez, c'est des qualités très différentes. Zrinka, puis on donnera la parole à la salle. Juste dire un mot là-dessus, c'est bien la preuve, ce que je dis, c'est que le fixeur, c'est vraiment une positionnalité. C'est pas un métier, on va pas à l'école, puisque chaque situation, c'est vraiment intrasituationnel. Chaque situation, alors qu'on peut aller à l'école pour être interprète ou traducteur, là, pour être fixeur, pas d'école. Des questions dans la salle? Oui. Là-bas. Oui, il y a une question là-bas. Oui, il y a un micro qui arrive vers toi. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Oui, je voulais revenir sur cette notion d'intermédiaire, de passeur, de subjectivité, de facilitateur. Moi, je m'interroge sur la question de la neutralité. Alors,
voilà. On avait prévu de l'aborder. Merci Claire. On avait prévu d'aborder la question, mais j'ai pas eu le temps de la poser, donc c'est très bien que tu la poses. Ouais, la question de la neutralité, de la même manière, si on pense que c'est un traducteur, même si vous n'avez pas emprunté ce terme-là, que la traduction n'est pas neutre, que c'est toujours une forme de recréation. Moi, je me demande, le fixeur, l'intermédiaire, il est toujours culturellement situé, il a toujours une vision des choses. Vous parliez d'historien, il a sa représentation des choses. Et alors, vous pouvez évidemment toutes les deux répondre, mais pour Florence Aubenas, lorsque vous arrivez sur le terrain, que vous devez choisir votre fixeur, et que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes face à une situation, une guerre civile, avec des points de vue qui ne sont pas clairs, vous êtes encore dans le flou, là vous donnez l'exemple de l'Ukraine, comment on le choisit? Est-ce qu'on se méfie aussi de la porte d'entrée, du regard qui va être orienté, des gens qui va peut-être vous présenter? Enfin, voilà. Est-ce qu'on se méfie aussi du fixeur parce qu'il est situé culturellement? Et je fais juste une petite parenthèse, ça m'a fait évidemment penser à la question fait de donner une personnalité juridique à un fleuve, à des éléments naturels. Au fond, leur donner une personnalité juridique et des droits subjectifs, il y aura toujours un porte-parole qui sera un porte-parole humain, a priori, et donc qui va peut-être venir plaquer dans la traduction de ce que pourrait penser l'élément naturel, une représentation du monde qui serait encore une forme d'anthropocentrisme d'une certaine manière. Zenka et peut-être Florence. Oui, enfin c'est la question éternelle. La pratique ou la théorie d'abord? Oui, non, c'est vrai. Alors, c'est sûr, et ça avait fait un débat. Vous vous en souvenez au moment de l'intervention des frappes de l'OTAN au Kosovo, où une partie des intellectuels français disaient mais la presse n'est pas honnête avec le Kosovo, elle prend parti pour le Kosovo parce qu'elle se fait balader, elle se fait embobiner par ses fixeurs qui sont pro-Kosovo, anti-serbes, et donc ils ne donnent pas une vision réelle de la situation. Alors c'est vrai que le fixeur a sa culture, ses opinions, c'est un être humain tout simplement, mais moi aussi. Donc, je pense qu'il y a toujours un moment où on est tous les deux choqués par ce que pense l'autre. Comment mon fixeur peut-il penser ça, cette personne qui me semblait si pareille à moi parce qu'on partage tout depuis 15 jours, et tout à coup, il pense pas tout à fait pareil, c'est dingue. Donc, c'est un problème, mais pas un si grand problème, parce qu'on le comprend assez vite. On se comprend assez vite, et le fixeur à lui-même, ces mouvements de gêne par rapport aux questions que vous avez demandées. Là, en Ukraine, par exemple, moi, ça fait longtemps que je suis journaliste, donc je sais que quelqu'un qui vient me dire, voilà, j'ai été prisonnier, et pendant que j'étais prisonnier, j'ai été torturé, et donc je vois à peu près comment interviewer une personne dans cette situation. Le fixeur, non. Le fixeur n'a pas forcément interviewé quelqu'un. Donc il est très mal à l'aise dans cette situation, beaucoup plus que moi. Et donc je lui demande comment s'est passée la torture. Le type, mon fixeur Oleg en question, me regardait en disant on peut pas demander ça comme ça. Alors je dis si, je t'assure, là on peut. C'est comme s'il est en face de nous et qu'il reste, c'est qu'il est d'accord pour en parler. Donc il y a toute une manière de travailler ensemble qui se met en place. Et vous savez ce qu'il pense. Moi, je sais qu'il est hyper pro-ukrainien. Et moi, il sait très bien ce que je pense, moi aussi, d'une situation. Et heureusement qu'on a chacun nos points de vue. Et plus son point de vue est tranché, plus ça vous aide à le situer. Donc, moi, ça me pose pas vraiment de problème comme ça. Le principal danger d'un fixeur de ce point de vue-là, c'est celui qui va vouloir vous faire plaisir et masquer ce qu'il pense. Ça, c'est plus compliqué. Ouais. Mais c'est rare. Enfin, sur le long terme, c'est... Et puis, vous faites attention. Moi, par exemple, quand je travaille dans des pays avec des fixeurs, pendant longtemps, je me rends compte quand j'écris mes articles, je fais beaucoup de citations indirectes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de mal à faire 2 points, ouvrez les guillemets, parce que c'est une citation qui est traduite. Est-ce que le type m'a vraiment dit les mots exacts? Enfin, c'est compliqué. Et pour moi, les meilleurs fixeurs, alors il y en a qui vous disent, là j'ai traduit en gros. Alors ça, c'est interdit avec moi. Donc il y en a qui aiment bien parce que ça va beaucoup plus vite quand on traduit en gros. L'entretien qui peut durer 1 heure, ça met beaucoup de temps de travailler en traduction. Et donc ça vous permet d'aller plus vite, de traduire en gros. Moi, c'est interdit, c'est mot à mot. Donc, mais voilà, donc chacun a ses marottes, moi c'est la mienne.
Mais c'est vrai que le rendu des articles n'est pas tout à fait le même avec un fixeur pour ces raisons-là, quoi. C'est-à-dire faire une citation est beaucoup plus compliqué que quand vous travaillez en direct en France avec quelqu'un qui a la même langue, la même culture, les mêmes codes. Zrinka. Oui, là je vais reprendre ma position de l'Empire austro-hongrois, enfin ancienne citoyenne de l'Empire austro-hongrois. Je veux dire, la neutralité, c'est vraiment la position pour moi occidentale. C'est-à-dire, on va, parce que nous, les journalistes de l'Occident, on va ailleurs, on a ce point de vue universel. Nous, on se croit universel, on se croit détenteur d'une vérité. Or, comme tu as dit vraiment très honnêtement, très franchement, Florence, j'ai un point de vue aussi. Et je pense que la neutralité a vraiment remplacé l'objectivité. On devrait beaucoup plus travailler l'objectivité, qui est un écart aussi, parce que c'est un écart par rapport, c'est la distance critique, mais ça ne veut pas dire absence de point de vue. Or, la neutralité, c'est l'absence de point de vue et c'est l'absence de prise de décision. Moi, j'étais confrontée, en tant que fixeuse, j'étais confrontée exactement à ça. C'est-à-dire que on revendiquait, on venait en ex-Yougoslavie et on revendiquait, moi je parle ici pas des journalistes, je parle ici des observateurs de la communauté européenne qui étaient là pour constater qui agressait qui était la victime, qui était l'agresseur, et qui parlaient d'une neutralité. Mais c'était juste pour ne pas décider, pour ne pas devoir dire qui fait quoi, alors qu'ils étaient là, ils étaient là. Voilà. Donc je pense qu'on aurait besoin, en fait, plutôt que de toujours revenir finalement à cette question de la neutralité, de travailler un peu plus l'objectivité, de remettre un paramètre d'objectivité dans nos réflexions. Surtout que moi, franchement, je pense que la neutralité, c'est tout simplement un refoulement de transfert. Je donne juste c'est le moment de l'histoire drôle. Vous connaissez ce mot de Groucho Marx sur le journal d'Anne Frank? Le journal d'Anne Frank serait un bon journal s'il y avait le point de vue du nazi. 2 questions, 3 maximum qu'on prend groupées parce que sinon on ne va pas pouvoir conclure cette séance à temps. Qui veut poser une question ou 2? Monsieur ici et il y en a une là-bas, j'ai pas vu. Oui. Allez-y, madame. Ok, oui, je voulais juste revenir sur la question de la langue. Alors, je sais bien que Zrinka, c'était la façon dont tu as démarré tes recherches, ou c'était le point d'entrée. Mais je me demande dans quelle mesure c'est en fait nécessaire qu'il y ait une différence de langue pour être fixeur. Et est-ce qu'on peut être fixeur en quelque sorte sans être interprète? Bonne question. Monsieur? Oui, je voudrais savoir comment s'auto-évalue ou s'évalue un fixeur. Ou dit autrement, est-ce qu'il y a un mercato du fixeur quand on en cherche un, éventuellement la rapidité un vendredi soir, par exemple? Une troisième question. Est-ce qu'il y a une troisième question? Sinon, on prend ces deux-là et puis je pense qu'on arrêtera ensuite. Donc, la question d'être fixeur dans une même langue? Oui, je tiens à cette spécificité de la langue, mais c'est pour ça que je passe maintenant à une réflexion sur l'intermédiaire. Donc, vous avez parfaitement raison de poser cette question. Je pense qu'on peut étendre cette réflexion. Je tiens à une spécificité quand même de fixeur dans le travail que j'ai fait. Mais justement, l'autre question que je voulais poser à Florence, c'est est-ce qu'elle se pense comme fixeuse aussi? Parce que là, ça serait, voilà, ce ne serait pas le fixeur dont on parlait, mais il y a quelque chose d'une fixeuse dans le travail que tu fais. Et ça pourrait être la réponse à la question aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous travaillez, en tout cas, une partie de votre vie dans des pays, dans une situation violente, dans zone de conflit, etc., forcément, à un moment, vous vous posez la question, et si en France? Et si en France, alors j'habite un dernier étage, par exemple, à Paris. Quand j'ai choisi d'aménager dans cet appartement, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment raisonnable, un dernier étage, s'il y a des bombes? Donc votre esprit, on parlait de contamination des paysages, votre esprit est aussi contaminé. Et donc vous vous demandez ça. Et je me suis dit, si un jour il y a la guerre en France et que, par exemple, il n'y a plus de journaux où publier, donc après, moi, ça ne me gêne pas, je ferai des livres, mais sur le moment, il faut manger. Ben, je serai fixeuse. Ouais, je pense que je serais fixeuse, j'aimerais bien en tout cas.
Et parce que c'est passionnant et c'est l'autre face de notre boulot. Et il y a une catégorie de fixeurs très particulière qui sont ces fixeurs motivés par faire reconnaître la culture de leur pays, quel est leur pays, qui ne sont pas forcément des gens où l'argent joue le rôle prépondérant. Ça joue un rôle important et ils ont bien raison. Moi aussi, que je suis salarié, donc je ne vois pas le problème. Mais en tout cas, eux, ils aiment, ils sont contents de vous faire partager ça, de vous faire partager des convictions, une culture, etc. Et ça, c'est des gens précieux, ça c'est sûr. Et j'aimerais m'inscrire dans cette catégorie de fixeurs. Donc si vous avez besoin d'un fixeur à Paris, ça répondra pas exactement à la question qui a été posée, mais je voulais juste rebondir là-dessus parce que là, tu as inversé la perspective. Toute la discussion de la dernière heure et demie, c'était en allant vers l'autre et les fixeurs là-bas. Mais en fait, il y a des fixeurs en France. Parce qu'il y a des journalistes étrangers qui viennent en France pour travailler en France et ils ont des fixeurs aussi en France. Donc, la France aussi peut faire objet d'un travail de fixeur. Des Français prennent des fixeurs pour aller dans les quartiers dits difficiles. Donc, voilà. Donc, quand le quartier X brûle à proximité de chez vous, vous dites, je vais prendre un fixeur. Enfin, moi non, hein. Mais ils prennent un fixeur. Et maintenant, il y a même le fixeur et les gardes du corps. Donc, vous voyez, on peut avoir en France, à 10 km d'ici, à Lyon, par exemple, ça existe. En France, pour aller à une manifestation, par exemple, de Gilets jaunes, c'est vrai, vous avez des fixeurs. Et des gardes du corps. Et des gardes du corps. Donc moi, je ne pensais pas connaître ça en France, donc peut-être que j'ai une seconde carrière possible. Pas comme garde du corps. La deuxième question de monsieur, le mercato du fixeur. Oui, ça m'a fait penser à ça à propos de l'arrivée des pèlerins une fois arrivés d'Europe, mais aussi à ce que tu disais sur la question des comment on les choisit, quoi. Comment on les choisit? Alors, il y a des fixeurs. Alors, je vous donne le tarif du fixeur. Ça vous intéresse, le tarif du fixeur en Ukraine? Alors, le tarif du fixeur en Ukraine aujourd'hui, fixeur faisant tout, allant à Kiev, je vous le prononce à l'ukrainienne maintenant, il faut vous y habituer l'oreille, donc allant là et sur la zone de conflit également, les deux, etc. Le fixeur très cher ou la fixeuse très chère, grosso modo, c'est les chaînes américaines. Hein. Vous êtes assis, la journée 700 €. Alors, c'est un travail intermittent et à ce prix-là, vous êtes maltraité. C'est-à-dire qu'on vous dit « non, finalement, je repars plus tôt, non, finalement, voilà ». Donc, ce n'est pas un travail fixe, ce n'est pas un CDI, hein, on est d'accord. Mais 700 €, donc ça veut dire que vous avez un rôle qui est bien sûr de tout ce qu'on a déjà décrit, mais vous allez devoir doubler les voix à la télé. En général, vous voyez, vous interviewez Marina dans son village et le fixeur va traduire va faire la voix de traduction qui va passer à la télé. Le journal où je travaille, Le Monde, donc, nous payons, Oleg, enfin pour moi en tout cas, 300 € la journée. Donc alors les gens poussent des cris. Moi, franchement, c'est des gens qui, dans leur propre pays, moi je trouve ça pas cher, je trouve que c'est le prix. Et d'autant qu'on leur demande un travail dur, on leur demande de prendre des risques, on leur demande d'être avec nous, c'est-à-dire de s'afficher avec nous dans des pays où c'est pas toujours facile. Enfin là, c'est pas le problème, mais en tout cas, c'est pas évident. Et surtout, une autre chose, c'est que nous avons dans notre poche un billet retour. Nous allons rentrer en France et être bien tranquille et raconter devant une assemblée intéressante comme ici nos souvenirs. Eux sont là-bas, ils y restent. Et là, au moment où je vous parle, Oleg n'a pas de travail. Donc je vais y retourner lundi et son salaire va arriver avec moi. Et ça, c'est le point de vue strictement financier, mais sa famille est réfugiée quelque part, son appartement a été bombardé, etc. Donc lui vit la guerre et on lui demande de se comporter comme un professionnel. Donc je pense que pour 300 €, le journal Le Monde s'en tire bien. Voilà, merci à toutes et merci à tous. Merci Florence de nous avoir rejoints. Et on a fait une application.
Je pense qu'on a fait une sorte d'application de la théorie énoncée par Zrinka. On est parti du binaire, puisque nous étions tous les deux, pour arriver au trouble. Voilà, c'est terminé. Merci à 3. On est dans le ternaire.